bonjour à tous. Merci beaucoup de rejoindre ce séminaire donc, organisé par la chaire économie des partenariats publics-privés dans le cadre d'une série de séminaires sur les sujets qui nous intéressent à la chaire. Et donc aujourd'hui, le sujet du jour est dans la question, enfin, on pourra un peu élargir aussi. Donc, les mobilités partagées dans la ville sont-elles toujours les bienvenues? Donc, les mobilités partagées sont par nature un partenariat public-privé d'une certaine nature, un peu disruptive, un peu nouvelle, qui évolue au gré de la régulation et au gré des péripéties, on va dire, de cette régulation. Donc, le dernier épisode, ça ne vous aura pas échappé, c'était le week-end dernier avec un référendum, une votation. Mais je pense que l'idée, c'est justement de dépasser, enfin, de ne pas refaire le match, ça c'est sûr, et de dépasser cet événement pour voilà, se projeter quand même sur savoir ce qu'il en est de ce service nouveau, enfin nouveau, qui est de moins en moins nouveau, mais voilà, qui est là en tout cas, les mobilités partagées et dans l'offre de mobilité, et une offre de mobilité durable notamment. Quelle est la place, quelles sont les perspectives. Et donc pour ça, on a le plaisir d'avoir avec nous donc Marc-Antoine Monmont, qui est donc Public Policy Associate chez TIR Mobility, donc un des opérateurs leaders du secteur. Donc le séminaire est prévu pour durer au maximum 1 heure et demie. L'idée, c'est de prévoir quand même un temps pour des questions de la part des participants au séminaire qui écoutent. Comme toujours dans les séminaires en ligne, il y a deux possibilités pour poser vos questions, soit dans le chat au fil de la présentation de Marc-Antoine, ou alors on a prévu, en fait, Marc-Antoine a prévu 4 temps dans sa présentation qu'il va introduire tout de suite. Donc, à la fin de chaque temps, on pourra aussi ouvrir une discussion et vous donner la parole si vous avez envie d'intervenir ou de poser des questions de précision, de complément, de challenger les propos qui sont tenus. Enfin, voilà, donc pour que ce soit un peu interactif. Donc, je passe la parole tout de suite à Marc-Antoine et qui va en dire plus sur l'organisation de sa présentation. Et donc, je modérerai. Donc, surtout si vous avez des questions au fil de la présentation, n'hésitez pas non plus, soit via le chat, soit en ouvrant vos micros. On vous passera la parole. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, Karine, pour cette introduction. Écoutez, je suis ravi d'intervenir ce soir. Comme vous le disiez, l'actualité est vraiment mouvementée dans le secteur des micromobilités partagées, notamment sur les trottinettes électriques. Donc, ça va être assez intéressant d'échanger. Donc, moi, je m'appelle Marc-Antoine Moumont, je suis Public Policy Associate chez Tier Mobility. En français, en fait, je suis chargé d'affaires publiques. Donc, c'est tout ce qui concerne les affaires réglementaires et les relations institutionnelles avec les élus locaux, mais également les élus nationaux. Et je suis également city manager de la ville de Paris et de certains territoires au sein desquels on opère en Île-de-France. Peut-être brièvement, avant de commencer ma présentation, je me permets rapidement de présenter Tier Mobility. Tier Mobility, donc nous, on a un opérateur de micromobilité partagée. On est une boîte allemande qui est née en 2018. On opère sous deux types de contrats. On opère sous le prisme de la convention d'occupation du domaine public. Ça, c'est ce que vous voyez surtout dans la rue à Paris, par exemple, les trottinettes et les vélos en libre-service. Et on opère également dans des contrats qui sont des délégations de service public. Donc, le vélo en libre-service en borne plus classique que vous connaissez, un type Vélib avec Smovengo, type Vélov à Lyon avec JC Deco. Donc, on est une filiale qu'on a rachetée qui s'appelle Nextbike et qui nous permet de répondre à des appels d'offres du type DSP. Donc, on a racheté Nextbike, on a racheté également Spin aux États-Unis qui nous permet d'étendre un petit peu nos services
outre-Atlantique. Sur le mix de mobilité, aujourd'hui, on couvre pas mal de typologies de véhicules. On couvre le vélo mécanique, on couvre le vélo à assistance électrique, on couvre le vélo cargo et bien évidemment la, la trottinette électrique. Aujourd'hui, TIR, on est un acteur mondial. On a dépassé le cap de 600 villes. On est présent dans 600 villes dans le monde, principalement en Europe. Bon, voilà, on est également présent en Amérique. On est présent également au Moyen-Orient et un petit peu en Asie. On a une présence qui est très forte en France. En France, on a passé le cap des 100 villes. On est présent dans deux types de territoires et ça va être assez intéressant de détailler ça à travers la présentation. On est présent dans des grandes métropoles, dans des espaces urbains denses, type Paris, Lyon, Bordeaux, mais on est également présent dans des zones périurbaines. Donc ça peut être dans des communautés d'agglomération en Île-de-France, mais également dans des territoires comme Bourgoin-Jallieu ou comme Roubaix. Et donc en général, la micromobilité, on la voit souvent sous le prisme des villes, des zones urbaines denses, mais il y a également beaucoup de micromobilité, de services de micromobilité dans les zones périurbaines. Si on prend uniquement le cas de la grande couronne parisienne, nous, TIR, on est présent à Paris, mais on est présent dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, on est présent dans la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucle de Seine, Grand Paris Seine-et-Oise. Là, on vient de remporter un appel à manifestation d'intérêt sur un territoire qui s'appelle le CIMU, en fait, qui couvre deux agglos, la communauté d'agglomération Marne et Gondoire et Val d'Europe agglomération. Ce sont des communautés d'agglomération qui sont autour de Marne-la-Vallée. Donc, c'est un volet de la micromobilité qui est un peu moins connu, mais qui néanmoins mérite qu'on s'y attarde un petit peu parce qu'il se développe de plus en plus. Pour la présentation d'aujourd'hui, ce que je vous propose, peut-être qu'en préambule, je reviendrai un petit peu sur l'évolution de la réglementation sur les services de trottinettes en libre service. Et ensuite, on pourra passer en fait sur les sujets sur lesquels, on va dire, les villes nous attendent quand on opère un service de micromobilité sur leur territoire, donc le respect de l'espace public, la sécurité et le fait de décarboner la mobilité sur leur territoire. Et puis, on pourra ouvrir un petit peu la discussion avec le périurbain à chaque fois. Comme l'a dit Karine, on pourra avoir un petit temps d'échange entre chacune des parties. Donc là, pour le coup, Karine, n'hésitez pas parfois aussi à me couper. Hein, je vais partir dans mes monologues, donc il ne faudra pas hésiter. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Peut-être en introduction, je pense que vous vous souvenez un petit peu tous des prémices de la micromobilité. Tout le monde se souvient un petit peu on peut dire le mot, hein, l'anarchie urbaine courant 2018, quand les trottinettes sont arrivées du jour au lendemain à Paris. On a vu, c'était après, il me semble, au mois de juin 2018, des milliers de trottinettes avec des dizaines d'opérateurs qui sont arrivés occuper de manière un petit peu anarchique l'espace public. À l'époque, on était un petit peu sur des modèles avec des petits trous, une petite plateforme. C'était des trottinettes qui pesaient 12 kilos. Et ce modèle a très vite trouvé ses limites parce qu'on arrivait vraiment dans un système un peu d'anarchie urbaine. Et pourquoi l'anarchie? Parce que tout simplement, à cette époque, il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de réglementation. La trottinette électrique n'était même pas dans le code de la route. Donc, le décideur a été mis assez vite face à un modèle dérégulé qu'il fallait absolument réguler parce que ça devenait assez problématique. Il me semble qu'au printemps 2019, dans la capitale, donc je prends Paris comme exemple, on avait entre 20 et 30 000 trottinettes qui étaient opérées par plus d'une douzaine d'opérateurs et il n'y avait absolument pas de règles. Donc en juin 2019, on a eu les prémices d'une réglementation. On a eu une première ordonnance qui a été publiée pour réglementer les trottinettes électriques en libre service et qui a fixé certaines règles de circulation et de stationnement, notamment l'interdiction de circuler sur les trottoirs et l'obligation pour les trottinettes de se garer sur des stationnements réservés. Ça, c'est les prémices de réglementation. Mais ce qui a vraiment marqué la vraie entrée des trottinettes dans un système beaucoup plus régulé,
c'est la loi d'orientation des mobilités qui a été votée en décembre 2019. Cette loi, pour nous, ce qui nous concerne, ce qui concerne nos services, c'est l'article 41 de la loi d'orientation des mobilités qui va subordonner nos services de trottinettes en libre-service à la délivrance par la collectivité d'une autorisation préalable et d'un titre d'occupation du domaine public. Et là, c'est vraiment le tournant majeur en fait dans notre industrie. On ne peut plus arriver en tant qu'opérateur sur un territoire et mettre du jour au lendemain une flotte. On est obligé en fait de passer par un processus, une procédure de sélection des opérateurs. Qui dit titre d'occupation du domaine public dit paiement d'une redevance à la ville. C'est également très important de comprendre ça. On est vraiment dans un nouveau paradigme d'occupation du domaine public. Donc très vite, la question également qui s'est posée côté collectivité, c'est à qui appartient la compétence. Est-ce qu'elle appartient à la ville? Est-ce qu'elle appartient à l'interco? Et en fait, on va voir qu'elle appartient un petit peu aux deux. Euh, la, la ville, je pense que ça vous aura pas échappé, surtout à la chaire partenariat public-privé, la ville a la compétence en matière de voirie et de stationnement. Et c'est au titre de cette compétence que, par exemple, la ville de Paris, mais également la ville de Lyon ou même la ville de Marseille se sont saisis du sujet des trottinettes électriques pour passer les appels à manifestation d'intérêt. Mais l'agglomération, il faut garder aussi à l'esprit que que les intercos sont compétentes en matière de mobilité et qu'elles peuvent également se saisir de la compétence en matière de police de stationnement et police de la circulation. Et c'est à cet égard en fait qu'on va avoir des intercommunalités lorsque le maire ne s'y opposait pas, qui se sont saisis de cette compétence. Et par exemple, à Grenoble, c'est Grenoble-Alpes Métropole qui a régulé le service de trottinette électrique. À Bordeaux, c'est Bordeaux Métropole qui a lancé un appel d'offres assez récemment. À l'heure où je vous parle, la métropole européenne de Lille a lancé également un appel d'offres et s'est saisi de cette compétence. Donc, on a un petit peu voilà, deux systèmes qui cohabitent en fonction de la manière dont les collectivités se saisissent des compétences. Et juste pour être, pour avoir une précision, typiquement, si une ville qui fait partie de la métropole ne souhaite pas, elle a la possibilité quand même de s'opposer au service, hein? Tout à fait, tout à fait. Je vais prendre l'exemple actuel là, de la métropole de Lille. La métropole de Lille a lancé un appel d'offres, un appel à manifestation d'intérêt pour opérer un service de trottinette sur son territoire. La métropole européenne de Lille, je crois que c'est à peu près 95 communes. Sur les 95 communes, il y en a une soixantaine qui a dit nous sommes intéressés et il y en a une trentaine qui a dit on n'a pas besoin, ça rentre pas dans notre mix multimodal et donc on se passera de ces services. Donc oui, tout à fait, les communes ont la liberté de rentrer ou pas euh, dans, on va dire dans ce système, quoi. Ce qui va être intéressant avec ces procédures de mise en concurrence, c'est qu'elles vont permettre aux collectivités de, limiter le nombre d'opérateurs qui opèrent sur leur territoire. Donc, c'est fini la dizaine d'opérateurs qui opèrent un petit peu n'importe comment. On va sélectionner les opérateurs et on va surtout sélectionner les opérateurs sur des critères qualitatifs, ce qui va considérablement faire évoluer l'industrie parce que les opérateurs vont devoir se mettre au niveau pour atteindre les critères qui sont fixés par les collectivités. Donc, on limite le nombre d'opérateurs, on limite le nombre de véhicules et on sélectionne les opérateurs qui sont les plus vertueux en fonction des critères qui sont retenus par chacune des villes. Là, encore une fois, chaque collectivité est libre de fixer ses propres critères de notation. Moi, si je vous donne un exemple, la ville de Paris avec l'appel d'offres de 2020, la ville mettait principalement l'accent sur l'excellence opérationnelle et le respect de l'espace public. C'était vraiment le cœur de l'appel d'offres. Si je vous prends l'appel d'offres qui a été lancé, le nouvel appel d'offres qui a été lancé par la ville de Lyon à la fin de l'année 2022, on était principalement sur la dimension environnementale et sur la sécurité des usagers et des non-usagers du service. Si je prends un territoire périurbain comme Saint-Quentin-en-Yvelines, eux, ce qui leur importait, c'était le maillage du territoire et l'excellence opérationnelle. Donc, ce qui change vraiment avec la LOM, c'est que voilà, les villes peuvent sélectionner les opérateurs les plus vertueux et mécaniquement, en fait, mettre de l'ordre dans le service.
La loi d'orientation des mobilités, elle s'est également accompagnée d'un guide à l'égard des collectivités pour les accompagner dans ces procédures, dans la publication de ces procédures de sélection des opérateurs et en donnant tout un tas de recommandations sur la manière dont les opérateurs peuvent coopérer et échanger avec la collectivité, sur le nombre de véhicules à déployer en fonction de la typologie de territoire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la LOM a quand même aussi pas mal accompagné les collectivités dans les prémices de régulation du service. Parallèlement à ces évolutions vraiment réglementaires côté collectivité, les trottinettes, qu'elles soient en libre service ou privées, sont rentrées dans le code de la route sous la catégorie des EDPM, des engins de déplacement personnel motorisés, aux côtés des overboards, des gyroroues et des autres nouvelles mobilités que vous connaissez, avec tout un tas de règles de circulation qui leur sont propres. Peut-être qu'on pourrait revenir dans les questions. Enfin, ces prémices de réglementation ont permis en fait à pas mal de collectivités de lancer des procédures de sélection d'opérateurs. Là, je vous ai mis une carte avec voilà, certaines villes qui opèrent des services. Hein. Ce n'est pas uniquement des villes où on est présent, hein, mais vous avez quand même pas mal de métropoles ou de territoires périurbains qui se sont saisis en fait, de ce cadre réglementaire qui leur permettent de réguler. Et aujourd'hui, vous avez vraiment une bonne centaine de collectivités qui ont des services de micromobilité partagée sur leur territoire. Quand je dis micromobilité partagée, j'entends également les services de vélo. Aujourd'hui, on va principalement parler de trottinette, mais le vélo en libre service obéit à peu près aux mêmes règles. Très récemment, suite à la controverse et au débat qu'on a eu à Paris, le gouvernement s'est positionné parce qu'il y a eu voilà, il y a eu beaucoup d'appels à renforcer la réglementation, à relever par exemple. Ouais, il y a une question. Non, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro. Je vais continuer. Oui, le gouvernement a complété l'arsenal actuel avec un plan national pour mieux réguler la trottinette électrique qui est sorti le mois dernier et qui, par exemple, relève l'âge minimum pour conduire un véhicule, renforce les sanctions pour éviter les comportements dangereux. On y reviendra sur l'aspect sécuritaire et crée une charte de comportement pour les opérateurs de services en libre service. Ils ont également renforcé le cahier de recommandation pour les collectivités locales. Je ne vais pas revenir sur le détail de cette charte et des nouvelles mesures parce qu'on pourrait y passer une bonne heure, mais on y reviendra partiellement pour chacun des aspects que je vous ai détaillés tout à l'heure, le respect de l'espace public, la sécurité et l'environnement. Mais du coup, il y a une question là de Samatar. Est-ce que donc cette charte, donc, vous avez rappelé d'où elle vient, mais il interroge sur l'existence qui serait le troisième acteur qui fait office de régulateur entre les collectivités d'un côté et donc les opérateurs de mobilité. Est-ce qu'on peut parler d'un vrai régulateur ou comment vous voyez les choses? Non, le régulateur, c'est celui en fait qui a la compétence de cette mobilité sur son territoire. Donc, c'est la commune, enfin, c'est la ville ou c'est l'interco. Vraiment, l'État donne un cadre juridique global pour l'usage des EDPM, mais le régulateur en fait, du service de trottinette en libre service qui est opéré sur le territoire, ça reste la commune ou l'intercommunalité. Après, pour ce qui est la mise en œuvre, par exemple, voilà, du respect du code de la route, c'est les polices municipales de chaque territoire. Et pour tout ce qui est, on va dire, tous les aspects réglementaires liés aux véhicules, là, ça reste l'État. Et là, vraiment, c'est la catégorie EDPM qui est très régulée. Hein. Il y a des normes de sécurité pour la production des véhicules. Typiquement, en France, un EDPM n'a pas le droit de circuler à plus de 25 km/h. Tous les engins qui circulent en France, qui sont sous la classification EDPM, donc trottinette ou overboard, etc., tout ça ne doit pas dépasser 25 km/h. Si vous avez un engin, si vous débridez votre engin, c'est 135 € d'amende. Et si vous achetez un engin à l'étranger qui n'est pas bridé à la vitesse légale de 25 km/h, c'est 1 500 € d'amende. Donc, quand vous voyez des trottinettes qui filent à 50 km/h ou 70 km/h, bon, déjà, ce sont des trottinettes personnelles et pas partagées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est illégal. Le débridage est illégal
Et si elle est débridée par, on va dire par un débridage de paramétrage d'usine, elle n'a rien à faire en fait sur le territoire français. Donc ça, c'est assez important quand même aussi d'insister là-dessus parce qu'on entend parfois dans le débat public que tout est, est n'importe quoi et on entend le sujet voilà, des trottinettes qui foncent à 70 km/h. C'est vrai, ça existe, mais c'est illégal. Je vais passer au sujet espace public. Peut-être est-ce qu'il y a d'autres questions, Karine, sur la partie réglementation? Bah non, je pense que c'était clair et utile de revenir sur les progrès. Peut-être, enfin, j'aurais quand même moi une petite question. Ouais, je vous en prie. Vous avez parlé de coopération, enfin, votre appréciation en fait sur le rôle des opérateurs et sur la façon dont finalement face à cette absence de régulation initiale, puis progressive, et puis cet avancement un peu assez pragmatique, on va dire, des choses. Est-ce que vous diriez que les opérateurs ont quelque part aussi co-construit la régulation et ont eu un rôle, enfin, les choses se sont Ouais. passées quand même progressivement, mais dans une Ouais. relation assez spécifique? Oui, oui, tout à fait. Il faut savoir que sur les services de micromobilité partagée, on est parti d'une feuille blanche. On est vraiment parti d'une feuille blanche avec les collectivités. Donc, vous avez eu des premiers. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure des appels à manifestation d'intérêt. Euh, je vais peut-être faire une petite parenthèse. Avant d'avoir ces AMI de 2, 3 ou 4 ans qui sont désormais publiés par les collectivités, on a eu une phase où on avait beaucoup de collectivités qui mettaient en place des expérimentations. Alors, on était sur un format légal, un setup juridique qui était vraiment léger, hein. On était sur des expérimentations de 6 mois sur certains territoires, mais qui ont permis néanmoins de faire émerger des bonnes pratiques euh, qui sont remontées en fait jusqu'à l'État et qui ont permis d'enrichir euh, la loi d'orientation des mobilités, et notamment ce cahier de recommandations à destination des collectivités. Donc, ouais, les opérateurs, quand les prémices de la réglementation sont arrivées, vous en avez quand même aussi une bonne partie qui sont partis, hein, qui ne sont pas restés en France, parce qu'en fait, la réglementation, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, elle met fin au free floating. On parle de free floating aujourd'hui, mais le free floating n'existe plus en France. Le free floating, c'est les flottes libres où vous pouvez vous stationner un petit peu n'importe où. Aujourd'hui, on est dans des systèmes de semi-free floating où vous avez l'obligation de vous stationner dans des espaces dédiés. Donc, pour créer ces espaces dédiés, il y a en fait un échange, on va dire, d'expertise entre les services de voirie des collectivités et les entreprises. Donc, on n'est plus dans du free floating, on est dans du semi-free floating, donc c'est régulé, donc il faut construire en fait un système. Et oui, oui, de fait, vous avez eu cette coopération entre certains opérateurs et l'État et très pragmatique ensuite sur le terrain, les opérateurs avec les collectivités. On va le voir. Bah, ça me permet du coup de rentrer directement dans la partie respect de l'espace public. Aujourd'hui, en fait, on travaille main dans la main avec les collectivités dans lesquelles on opère, au sein desquelles on opère, pour définir le maillage de stationnement sur leur territoire. Euh, on construit en fait ce système, euh, le, on construit en fait le service de mobilité qu'on veut sur le territoire parce qu'il doit s'insérer dans un système préexistant, dans un système multimodal où vous avez déjà un système de transport en commun, un plan de déplacement urbain qui est en cours de déploiement par la collectivité. Donc, il faut que votre service de trottinette ad hoc s'insère, on va dire, dans la stratégie euh, de, 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 la collectivité. Donc, on est vraiment attendu au tournant sur la question du respect de l'espace public. Donc, aujourd'hui, dans quasiment tous les appels à manifestation d'intérêt qui sont passés par les villes, on est sur du stationnement obligatoire. C'est ce qu'on appelle même dans le secteur le semi-free floating. Il est impossible de terminer sa course en dehors d'une zone de stationnement dédiée. Ces zones de stationnement dédiées, elles ont été pensées, euh, soit proposées par les opérateurs à la collectivité et ensuite la collectivité enrichit ou retravaille le maillage, soit définies directement par la collectivité et ensuite ces zones, le service il est vivant, on les fait évoluer dans le temps en fonction de comment ça se passe. Vous allez naturellement avoir parfois certaines stations qui sont saturées, donc il va falloir les agrandir, les déplacer, repenser le maillage. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un système qui vit, qui vit. Donc, impossibilité de terminer sa course en dehors d'une zone de stationnement. On a pratiquement systématisé
dans le secteur les pénalités pour les usagers qui ne respectent pas les règles de stationnement. Donc, si vous essayez, par exemple, de stationner une trottinette en dehors d'une zone de stationnement, vous ne pouvez pas terminer votre course. Le compteur continue à tourner. Et pour rappel, on est sur un stationnement à la minute. Donc, à 25 centimes la minute, si vous laissez votre trottinette en dehors d'une zone de stationnement, je vous laisse faire le calcul, mais ça peut vous revenir quand même assez cher. Donc, on incite quand même nos usagers à se garer dans ces zones de stationnement. Et ça fonctionne. En général, les premières semaines sont un petit peu difficiles. On fait beaucoup de campagnes de communication dans l'application. Mais aujourd'hui, c'est un système qui est érodé. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a beaucoup d'opérateurs qui ont quitté la France après l'instauration de la réglementation. Parce que si on est très honnête, je pense qu'on peut l'être sur ce point, on a à peu près tous perdu, toutes les entreprises, on a perdu la moitié de nos bases usagers le jour où on a mis en place le stationnement obligatoire. On a divisé notre chiffre d'affaires par deux parce qu'on a créé une friction qui n'existait pas. Le free floating initial, le libre service initial, c'était la promesse de pouvoir aller d'un point A à un point B sans la moindre contrainte. Et on a vite trouvé ses limites. Donc, ce système n'existe plus. On est dans du semi-free floating. Mais bon, aujourd'hui, les usagers sont habitués, le secteur s'est construit, mais c'est important de rappeler voilà, qu'on n'est plus dans un système de pur free floating. Je vous ai mis voilà, quelques exemples de stations qu'on peut être amené à proposer aux collectivités. C'est pour ce marquage au sol, c'est pour cette occupation en fait, du domaine public que nous payons une redevance. Donc, parce que vous avez, en fait, on paye pas le fait d'opérer un système de mobilité sur le territoire, on paye le fait de stationner des véhicules sur la voie publique. Ces stationnements, soit on est sur des stationnements ad hoc qui sont créés par les collectivités, soit on est sur des transformations en fait de stationnement. La loi LOM dont je vous parlais tout à l'heure prévoit que jusqu'en, je crois que la date limite c'est peut-être 2025, les collectivités suppriment les stationnements voitures aux abords des passages piétons afin de maximiser la visibilité des piétons. Et ces stationnements qui étaient initialement réservés aux voitures, aujourd'hui sont transformés en stationnement vélo ou dans les collectivités qui déploient des services en libre-service en stationnement trottinette électrique. C'est au plus tard en 2026. Ah, 2026. Merci beaucoup. C'est-à-dire à la fin du mandat actuellement en cours. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce qui permet de proposer assez facilement des places de stationnement aux collectivités sans prendre trop d'emprise sur l'espace public. Après, l'enjeu est quand même assez différent si vous êtes dans des zones urbaines très denses comme Paris, où vous avez une véritable concurrence des modes sur l'espace public, ou si on est dans des zones où vous avez de l'espace, notamment dans les zones périurbaines. Ça fera le lien peut-être avec les questions qu'il y aura sur la situation parisienne. Mais le gros sujet de respect de l'espace public que nous avons à Paris, c'est que pour un service de 15 000 trottinettes, la ville de Paris prévoyait 15 000 stationnements de trottinettes. Donc, vous aviez un stationnement pour un véhicule. Donc, mécaniquement, vous arrivez à des situations de sursaturation, sans parler des zones qui sont neutralisées parce que vous avez des travaux, parce que vous avez une voiture qui fait une erreur et qui se gare sur une place de parking de trottinette. Avec mes confrères de Lime et de Dot, on avait calculé que finalement, pour une trottinette, on avait à peu près 0,8 places de stationnement. À titre de comparaison, le service Vélib, vous avez 2,5 bornes de Vélib pour un Vélib. Voilà, pour vous donner quand même à peu près des ordres de grandeur sur cette question du stationnement. Donc, la question du maillage de stationnement est extrêmement importante. Ce qui est également important, c'est aussi la répartition de vos stationnements sur un territoire donné. Là, chaque opérateur a sa stratégie. Vous allez avoir des opérateurs qui vont pousser auprès de la ville pour que la ville concentre les stationnements dans le centre ou dans les zones touristiques. Nous, on a toujours quand même essayé de proposer des maillages type service public. On essaie de desservir de manière équitable l'ensemble des zones sur un territoire, même si vous avez des zones où la demande est faible. Et aujourd'hui, c'est plutôt dans cette voie-là que s'orientent les collectivités quand elles créent leur maillage de stationnement. Enfin, sur le respect de l'espace public, ce qui est également important de noter, c'est qu'aujourd'hui, la trottinette électrique fait partie des véhicules, la trottinette électrique en libre-service qui fait partie des véhicules qui sont les plus réglementés, les plus régulés, dans le sens où
on propose, et maintenant les collectivités nous demandent de mettre en place des zones, soit des zones à vitesse limitée, soit des no-go zones, en fait, où l'assistance électrique de nos véhicules s'arrête. Donc, les zones à vitesse limitée, ça peut être les parcs et jardins, ça va être les rues piétonnes, les rues aux écoles, où on va, en fait, avec la collectivité, définir ces zones, et la vitesse, en fait, ça baisse progressivement de 25 ou de 20 km/h jusqu'à 10 km/h. Ça, pareil, ça nécessite d'avoir un service suivant pour ajuster en fonction des spécificités des territoires, en fonction même des manifestations sur ces territoires, des manifestations culturelles, un service flexible qui vous permet de mettre en place ces zones. À titre d'exemple, aujourd'hui, sur Paris, vous avez plus de 700 zones à vitesse limitée que nous avons mis en place avec, avec les deux autres opérateurs. On va passer sur l'aspect sécuritaire. S'il y a des questions sur l'aspect respect public, je suis preneur. Après, voilà, si les questions arrivent en fin de call, il n'y a pas de problème aussi. Oui, il y avait une question, peut-être Stéphane, si tu veux, vu que tu posé la question, enfin, c'est lié au respect de l'espace public. Je me posais la question concernant le taux de vandalisme que vous aviez pu observer sur la ville de Paris, à savoir s'il était beaucoup plus élevé que dans d'autres grandes villes de France ou à l'étranger, ou si c'était quelque chose de tout à fait anticipable. Non, le vandalisme, on a eu beaucoup de vandalisme au tout début des services, avant même la régulation. À l'époque, en fait, on était sur des véhicules qui étaient beaucoup plus légers. Vous aviez des véhicules qui pesaient 12 kilos. Voilà, si vous aviez envie de prendre une trottinette et de la jeter dans la Seine, vous pouviez le faire sans, sans aucune difficulté. Aujourd'hui, et même d'une manière générale, l'industrie est passée à des véhicules qui sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus résistants. Aujourd'hui, une trottinette électrique, ça pèse 34 kilos. Ça pèse 34 kilos, donc pour abîmer le matériel, c'est quand même beaucoup plus compliqué. La question aussi des cours d'eau, on la rentre souvent quand même aussi dans le vandalisme. Bon, on la rentre dans la partie environnement parce que c'est polluant, mais bon, pour nous, ça nous fait quand même du tort à nos véhicules. Mais on est capable, et on l'a beaucoup fait à la demande de certaines collectivités, notamment dans les zones périurbaines, de mettre en place, par exemple, des no-go zones à proximité des cours d'eau pour qu'en fait, on se retrouve avec le moins de véhicules possible proche des cours d'eau et que les éventuels vandales ne balancent pas nos véhicules dans ces cours d'eau. Et aussi, on essaye de réduire au maximum les zones de stationnement qui sont proches des cours d'eau. D'une manière générale, le vandalisme, c'est vrai, c'était un sujet en 2019, en 2020. Aujourd'hui, c'est quasiment plus un sujet. On essaye d'avoir la durée de vie la plus élevée possible pour nos véhicules. Aujourd'hui, on a des véhicules, les premières générations de trottinettes. Alors, nous, on n'en faisait pas partie tiers, on a toujours eu un véhicule quand même assez robuste, mais d'une manière générale, dans l'industrie, les premiers véhicules avaient une durée de vie d'à peine 6 mois. Et donc, avec le vandalisme, entre le vandalisme et l'usage intensif, c'était une catastrophe environnementale, mais c'était aussi une catastrophe économique pour les opérateurs. Aujourd'hui, les véhicules durent à peu près 5 ans en moyenne. Et le vandalisme n'est quasiment plus un sujet. La question qu'on a, nous, on peut peut-être aussi rentrer dans le vandalisme. Voilà, c'est les gens qui, par peut-être des intérêts ou des amours du service, vont vous pousser une trottinette et vous allez avoir un effet domino et toutes les trottinettes vont tomber par terre. Mais là, on est plus dans un souci de respect de l'espace public que de vandalisme, parce que bon, elles tombent par terre, ça n'aime pas vraiment la trottinette. On a une autre question sur les redevances et notamment savoir si elles étaient corrélées avec les zones couvertes pour ne pas pénaliser les opérateurs couvrant des zones peu fréquentées. Hein, donc, en gros, comment sont définies les redevances et voilà. Attendez, vous pouvez répéter la question? Excusez-moi. La question de Samatar, c'est est-ce que les redevances payées sont corrélées avec les zones couvertes afin de ne pas pénaliser les opérateurs couvrant des zones peu fréquentées? Mais je ne suis pas sûre que ce soit comme ça que ce soit défini, mais Non, peut-être préciser un peu plus les redevances notamment. oui, tout à fait. La redevance, en fait, elle est unique, elle est identique pour l'ensemble des opérateurs. Quand vous êtes opérateur à Paris, vous desservez la même zone d'opération, que vous soyez Lime, que vous soyez DOT ou que vous soyez TIR. Les zones de stationnement sont mutualisées pour les 3 opérateurs. Donc, on paye tous les 3 la même redevance pour le même nombre de véhicules, pour les mêmes stationnements.
Euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question. Et au-delà de ça, après, concernant le montant de la redevance, pour le coup, il est à la discrétion de la collectivité. Et en général, ce qu'on voit, le montant se base bien moins sur la zone géographique qu'en fait sur l'état des finances publiques de la collectivité en question. Et voilà, nous, les redevances, elles vont du simple au triple, hein, pour parfois des collectivités de taille identique. Alors, donc là, il y a une autre question, donc je la lis. Au final, d'un point de vue de respect de l'espace public, les stations de type Vélib avec les bornes ne sont-elles pas une meilleure solution que le semi-free floating? Ne permettent-elles pas d'assurer un meilleur confort d'utilisation, identification des places disponibles, meilleur rangement entre guillemets par rapport au domino, j'imagine? Et si oui, pourrait-on imaginer une standardisation entre opérateurs? C'est une question extrêmement intéressante et je pense que c'est une question qui va quand même guider les réflexions qu'on va avoir sur l'avenir de l'industrie. En fait, la question des arceaux à trottinette. Alors, nous n'avons pas besoin de bornes de recharge pour nos véhicules. Euh, Vous avez peut-être vu pendant quelques mois, dans les années 2019, des auto-entrepreneurs qui chargeaient les véhicules dans des camions diesel pour aller les recharger chez eux. Bon, ça s'est très vite terminé. Aujourd'hui, comment ça se passe très concrètement? Vous avez des batteries amovibles sur les trottinettes. Donc, nos gars sur le terrain, en gros, passent, récupèrent la batterie, la mettent dans le vélo cargo, récupèrent dans le vélo cargo une batterie neuve, enfin une batterie chargée, et changent en fait directement la batterie. Voilà comment en fait nous rechargeons nos véhicules. Donc on n'a pas besoin d'un système de borne qui nécessiterait une ingénierie extrêmement lourde, dont finalement sur qui reposerait le coût? Est-ce que ce serait la collectivité ou les opérateurs? Et une emprise. Enfin voilà. Après vous avez des travaux d'ingénierie civile pour créer tout un système électrique. Enfin, les bornes, c'est un vrai sujet. Néanmoins, si demain vous avez une ville qui veut mettre en place ce genre de service et faire une délégation de service public pour financer tout ça, nous, il n'y a pas de souci. C'est pas une mauvaise idée. Néanmoins, au-delà du système de bornes, voilà, de recharge, la question de la stabilité des véhicules et du rangement des véhicules est un vrai sujet. Aujourd'hui, vous avez plusieurs entreprises qui proposent des arceaux à trottinettes. Mais alors là, la question, nous, on la retourne plutôt aux villes. Est-ce qu'aujourd'hui, les villes ont envie d'investir dans des arceaux à trottinettes et de, 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 de compléter les infrastructures pour accueillir les micro-mobilités sur leur territoire? Moi, je pense que c'est une question qui est extrêmement intéressante. Et nous, après, on est vraiment prêt à discuter de ce genre de solutions avec les villes. Nous, aujourd'hui, ce qu'on essaye de développer pour faire face à ces problématiques de l'espace public, c'est de systématiser, ce qui n'est pas encore fait chez tous les opérateurs, la double béquille. La double béquille qui assure une meilleure stabilité. C'est un sujet qui a été également pointé par le ministère dans le nouveau plan de régulation qui est sorti le mois dernier, où la recommandation qui est faite aux opérateurs, c'est de systématiser le système de double béquille pour favoriser la stabilité des véhicules. Ça, c'est une première solution. Nous, on part quand même aussi du principe que nous sommes un service à coût zéro pour la collectivité. C'est même l'inverse vu qu'on paye une redevance. Donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion qui doit avoir lieu côté collectivité. Aujourd'hui, on peut pas stationner les trottinettes dans les arceaux vélos. C'est peut-être un sujet voilà, à creuser. C'est pas qu'on peut pas le faire physiquement, hein, c'est juste qu'aujourd'hui, les collectivités ne nous le permettent pas. Elles permettent, en revanche, qu'on puisse stationner nos vélos dans les arceaux vélos, mais il y a cette crainte, en fait, que les arceaux vélos soient cannibalisés par les trottinettes en libre service. Donc, bon, on comprend également ce refus des collectivités à ce qu'on puisse se stationner dans les arceaux vélos. Mais je pense que c'est un dialogue qu'on doit avoir en commun avec les villes. Ok, alors il y a encore une question sur le sujet. Le fait de la contrainte de stationnement à des endroits dédiés ne serait-il pas un facteur ralentissant pour le développement du secteur et de même pour la régulation, vu les investissements que ça appellerait? Et les populations sont-elles d'accord à la mise en place d'un tel dispositif et ou prêtes à payer ces services? Donc là, ça confirme le questionnement sur l'investissement de la ville pour Oui, tout à fait. le domaine public, quoi. Nous, on investit, et bon, vous allez le voir ensuite là je vais vous détailler ce qu'on fait en matière de sécurité, etc. Mais on investit quand même dans énormément de choses pour répondre à la demande des villes. On part du principe que l'infrastructure, ça doit être du ressort des villes et pas des opérateurs. Euh,
on a mis en place le stationnement obligatoire qui, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, nous a fait quand même perdre à peu près la moitié de notre base d'usagers. Donc, on pense que voilà, l'effort doit être quand même assez partagé, d'autant plus qu'on est un service à coût zéro pour la collectivité. C'est bon, je pense qu'on peut passer au thème de la sécurité. Très bien. Bon, alors, la sécurité, c'est bien évidemment un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, les villes attendent des services de trottinette qui proposent un maximum de dispositifs pour favoriser la sécurité des usagers, bien évidemment, mais également des non-usagers, des personnes qui n'utilisent pas le service et des autres usagers vulnérables de l'espace public. Nous, côté opérateur, on a également bien compris qu'il ne peut pas y avoir d'acceptabilité de nos services dans la durée sans sécurité maximale. Donc, sur la sécurité, il y a plusieurs sujets. Déjà, il y a le sujet du casque. On va dire c'est le sujet, quand même, ça reste le sujet principal qui revient très souvent. Nous, on se positionne pour la recommandation du port du casque. Chez TIR, on est allé beaucoup plus loin. On a même proposé des casques sur nos trottinettes. Vous avez une proportion de trottinettes sur Paris qui a des boîtiers à casque. Certaines villes nous demandent même de systématiser sur l'intégralité de la flotte ces boîtiers à casque disponibles pour les utilisateurs. J'anticipe une question qu'on nous pose souvent et qui revient souvent dans le débat public. Est-ce qu'on est pour l'obligation du port du casque? On n'est pas pour l'obligation du port du casque. On pense que ça freinerait la pratique et on pense voilà, que ça freinerait le report modal des usagers vers les micromobilités, tout inclus, hein, vélo, trottinette, que ce soit du libre service ou du personnel. Le casque peut créer une friction qui ralentit l'usage. Et aujourd'hui, on a quand même besoin de favoriser, et ça c'est un objectif qui est quand même partagé par énormément de communes, quel que soit leur mode politique, mais favoriser le report modal des modes motorisés vers des modes plus doux. Donc l'obligation du port du casque est vue un petit peu comme un frein. Néanmoins, on le recommande. On organise très régulièrement des distributions de casques. Je parle de nous, TIR, mais les confrères des autres opérateurs font exactement la même chose. On est capable de mettre voilà, des casques intégrés sur les véhicules. C'est des solutions qu'on propose aux collectivités pour répondre à leurs attentes sur ce sujet. On est capable de brider la vitesse. On en a parlé tout à l'heure. Les rues aux écoles, les zones piétonnes, les parcs et jardins. Et ça, encore une fois, le service est vivant. Si la collectivité nous demande, je vous prends un exemple très récent à Paris, pour ceux qui habitent dans le 17e arrondissement, la mairie vient de refaire le parvis de l'hôtel de ville du 17e arrondissement. Bon, bim, en 3 secondes, sur notre logiciel, on a créé une zone de ralentissement pour nos véhicules et ils passent à 10 km/h sur cette zone. Je me rends compte que sur ma slide, il y a un petit problème au niveau des chiffres et je m'en excuse. Les solutions ne sont pas listées dans le bon ordre. L'ID vérification, c'est un sujet important. C'est quoi? C'est l'interdiction de nos services aux mineurs. C'est quelque chose qui est généralisé dans notre industrie, pratiquement, à quelques exceptions près, la quasi-totalité des opérateurs interdisent l'utilisation de leurs services aux mineurs pour des questions de garantie, pour des questions assurantielles et pour des questions de sécurité. Donc aujourd'hui, quand vous voyez des mineurs qui utilisent des services de trottinette électrique en libre service, ils sont en infraction avec nos conditions d'utilisation. Néanmoins, et c'est ça qu'il faut aussi garder en tête, c'est que la loi, on va dire jusqu'au mois dernier, autorise l'utilisation des EDPM à partir de 12 ans. Donc, quand vous voyez un mineur sur une trottinette électrique, il n'est pas du tout dans l'illégalité. Il est uniquement en fait en contradiction avec les conditions générales d'utilisation de tir, de dot ou de live. En fait, il est dans les clous de la loi. Cet âge vient d'être relevé à 14 ans aujourd'hui. C'est une bonne chose, mais le libre service, aujourd'hui, est interdit aux mineurs. Pour faire appliquer cette interdiction sur nos services, on a mis en place la vérification d'identité, qui, elle aussi, encore une fois, vous savez, quand on parle voilà, de tout ce qu'on met en place, tout ça est à chaque fois une nouvelle friction auprès de l'usager. Si on parle uniquement business, quand vous demandez de scanner votre carte d'identité, je peux vous assurer que vous avez quand même une petite proportion des usagers qui n'ont pas envie qui n'ont pas envie de le faire, tout simplement. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose qu'on a systématisé et qu'on met en place aujourd'hui à la demande des villes pour faire que nos services soient utilisés
par des majeurs. Mais il faut savoir, voilà, qu'on est un peu dans cette zone entre ce que prévoit la loi et entre ce que prévoient les opérateurs. On systématise aussi progressivement les plaques d'immatriculation. Nous, c'est une proposition qu'on avait fait depuis 2 ans auprès du ministère. Voilà, c'est qu'on puisse immatriculer nos véhicules pour permettre aux forces de l'ordre de retracer des comportements qui vont à l'encontre du code de la route. Donc, plaques d'immatriculation, c'est un petit peu un abus de langage. Ce sont des plaques d'identification, mais qui permettent, voilà, si elles ont identifié, si un usager est identifié par les forces de l'ordre, nous, ça nous permet de retrouver l'usager et au-delà de la potentielle contravention qu'il va recevoir, on peut lui envoyer un avertissement dans l'application ou le bannir du service s'il y a récidive. Pour le coup, chaque opérateur a sa politique, mais ça facilite, voilà, les plaques d'immatriculation, en fait, elles sont faites pour faciliter le travail entre les forces de l'ordre et les opérateurs. Vous avez également des campagnes, ce qu'on appelle les messages dans l'application, mais des campagnes de sécurité dans l'application. Vous en avez un échantillon là sur la slide à droite. Il est illégal de rouler en état d'ébriété. La conduite à deux, c'est 135 € d'amende. Je le rappelle aussi parce qu'on en voit beaucoup. Donc, on essaie également d'éduquer nos usagers à travers l'application. On propose des formations en ligne à la sécurité routière. Ce qu'il faut également savoir, c'est que l'intégralité de nos trajets sont assurés. C'est très important de le noter parce qu'aujourd'hui, sur les trottinettes personnelles, c'est une étude qui a été menée par AXA l'année dernière, vous avez quand même 40%, ouais, c'est 40% des usagers de trottinettes personnelles qui ne sont pas assurés. L'assurance est obligatoire quand vous conduisez un EDP. Et enfin, on fait beaucoup d'événements avec les villes au sein desquelles on opère, des événements de sensibilisation, de la distribution de casques, des trottis et des vélos écoles pour habituer les usagers au service. Sur les applications, on propose aujourd'hui quasiment tous un mode débutant qui vous bride la vitesse à 15 km/h qui vous permet de prendre en main le véhicule. Donc, on fait quand même pas mal de choses sur la sécurité. L'accidentologie, je vous propose quand même qu'on l'évoque sans tabou 2 minutes. Aujourd'hui, et je vous ai pas mis cette statistique sur la slide, c'est un oubli de ma part, mais vous avez une augmentation des accidents sur 2021-2022 en France, en EDPM de 187%, ce qui est énorme. Chaque accident est un accident de trop. En revanche, l'usage, lui, a augmenté de 487%. Donc, vous avez en fait un usage qui augmente beaucoup plus vite que l'accidentologie. Donc, c'est dans cet ordre-là, en fait, qu'il faut aujourd'hui lire les statistiques sur l'accidentologie, c'est les comparer avec l'usage. Et on a un usage qui augmente beaucoup, beaucoup plus vite que l'accidentologie, et tant mieux. D'ailleurs, vous avez eu en 2021, il y a eu en EDPM 24 décès. Sur ces 24 décès, vous avez un décès en libre service. Le reste, c'est de la trottinette partagée, c'est de l'overboard, du gyro-roue, etc. Nous, aujourd'hui, nos véhicules sont quand même limités donc, pour 25 km/h. En général, les villes demandent quand même d'abaisser cette vitesse à 20 km/h. Donc, c'est ce qui explique que les trottinettes en libre service comptent pour une petite part en fait, des accidents dans les accidents de DPM. Si on regarde un petit peu plus maintenant le détail des accidents globaux quand on prend les chiffres de la sécurité routière, là, je vous ai pris les chiffres de l'Île-de-France. En 2021, les conducteurs de trottinettes électriques représentaient 2,4% des tués sur la route parmi l'intégralité des usagers. Et ce qui est là où ce qu'il faut vraiment regarder quand on regarde ces chiffres, c'est que 3 décès sont liés à une collision avec un poids lourd ou un transport en commun, et 4 sont liés à des accidents, en fait, des personnes qui ont un accident seul, en général, c'est un défaut de la voirie. Donc, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que nos usagers, les 2 causes, en fait, vraiment d'accidents graves ou d'accidents mortels, c'est les modes motorisés lourds et c'est l'état de la voirie. Ensuite, vous avez, concernant le rapport des usagers de trottinettes électriques avec les piétons, sur les 80 piétons qui sont décédés en Île-de-France en 2021, vous en avez un qui a été renversé par un EDPM. C'est toujours un accident de trop, c'est toujours un accident qu'on regrette.
mais c'est quand même assez important de regarder ces chiffres avec un petit peu plus de précision et pas s'en tenir uniquement au discours médiatique qui s'articule autour de ces 184% d'augmentation d'accidents. Il faut vraiment regarder la réalité des chiffres pour voir que le sujet, il est avec les modes motorisés et il est avec l'infrastructure. Est-il des questions? Moi, j'ai peut-être une question. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des villes, donc en fonction de leurs priorités, qui mettaient dans la vie d'appel à manifestation d'intérêt des critères différents. Donc, quand Lyon met la sécurité en avant, est-ce qu'elle vous laisse faire des propositions ou elle met des exigences particulières, et est-ce qu'il y a des objectifs de résultats entre guillemets ou d'accidents évités, ou enfin quels sont les objectifs, comment elle fait des métriques sur les objectifs de sécurité? Alors, elle ne peut pas nous mettre des métriques dans la sélection, en fait, Pour le parce que résultat. de fait, le service n'existe pas encore. Donc, non, l'idée, c'est de proposer en fait des dispositifs de sécurité qui sont adaptés au territoire. Donc, c'est-à-dire, c'est aller en fait beaucoup plus loin que simplement les dispositifs que je viens de vous montrer à l'instant, et avoir en fait une vraie analyse de l'accidentologie sur le territoire donné pour proposer des solutions euh, soit techniques, soit low-tech, qui correspondent aux spécificités du territoire. Et donc, c'est sur ce volet-là qu'on était particulièrement attendu à Lyon. Il y a eu un accident assez grave qui impliquait 2 mineurs sur une trottinette électrique l'année dernière à Lyon, avant la publication de l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, on était aussi vraiment, c'est un accident qui a beaucoup marqué les esprits à Lyon, donc on était vraiment attendu au tournant, aussi sur proposer des solutions qui permettent que les mineurs ne conduisent pas nos véhicules et qui limitent aussi la conduite à deux, le transport de passagers à trottinette. Je me permets de continuer, hein. Je pense que décarboner la mobilité, c'est un sujet extrêmement important parce qu'aujourd'hui, gardons quand même en tête que si les villes lancent des appels à manifestation d'intérêt, c'est pour intégrer le service de mobilité dans leur offre de mobilité sur le territoire, et c'est pour aller vers ces objectifs de réduction de la voiture individuelle sur le territoire. Donc aujourd'hui, la trottinette électrique en libre-service apparaît comme une solution pas totale, hein, mais partielle au moins, pour favoriser le report modal vers des modes qui sont plus vertueux. Donc, on est attendu sur ce sujet-là. On est attendu notamment sur la question du report modal. Aujourd'hui, on a à peu près un report modal moyen en fonction des territoires, 17 et 25% de personnes qui auraient utilisé un mode motorisé s'ils n'avaient pas utilisé la trottinette. Le but est bien évidemment d'avoir le taux de report modal le plus élevé sur les territoires où vous opérez. Je vous prends un exemple, par exemple, dans le périurbain. Le sujet qu'on a, c'est qu'on va avoir beaucoup de personnes qui prennent leur véhicule individuel pour faire les 3 km qui les séparent de la gare RER qui va ensuite les conduire jusqu'à Paris. Donc là, au sujet de périurbain, la trottinette, le maillage, par exemple, qu'on doit proposer, va se faire autour des gares pour favoriser le report modal vers des modes plus vertueux comme les trottinettes électriques. À Paris, on a un report modal aussi qui est extrêmement important, des gens qui auraient utilisé un VTC ou un taxi et qui vont vers la trottinette électrique. Donc, on est attendu aujourd'hui par ces questions on est attendu sur ces questions de report modal. On est également attendu sur les émissions de nos véhicules, donc sur la réduction de nos émissions. Donc, il y a un immense travail qui a été fait d'une manière générale par l'ensemble de l'industrie sur les véhicules qu'on propose, qui ont aujourd'hui une durée de vie beaucoup plus longue qu'autrefois, ce qui faisait, on va dire, la mauvaise performance environnementale des véhicules il y a quelques années, c'était que la durée de vie était à peu près de 6 mois. Donc, vous aviez un impact carbone qui était conséquent. Et le système opérationnel également pour gérer
les trottinettes et également regardées à la loupe par les collectivités. Aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure du système de batterie amovible. Le système de batterie amovible nous permet de ne pas tourner dans la ville avec des camionnettes pour ramener les trottinettes dans nos entrepôts. On a parfois besoin de ramener le véhicule pour réparation à l'entrepôt. On le fait la nuit pour pas congestionner, les rues pendant la journée. Et on le fait avec des vannes électriques. Et sinon, l'intégralité des opérations, aujourd'hui, c'est presque systématisé dans l'industrie. On le fait avec des vélos cargo, ou dans un vélo cargo, vous chargez une vingtaine de batteries et vous allez faire du changement de batterie comme ça toute la journée et vous tournez en vélo cargo, qui réduit aussi considérablement on va dire les émissions de CO2 qui sont liées à la phase d'utilisation de la trottinette. Donc ça, je vous ai mis juste rapidement, mais pour qu'on se rende compte de quoi on parle, un petit peu nous, les KPI, c'est plutôt les indicateurs de performance nous qu'on a en interne sur le report modal à Paris, mais on estime qu'en 2022, on a évité plus d'1 million de kilomètres en voiture grâce à la présence des trottinettes électriques. Et encore, dans Paris, on est sur une zone urbaine dense, donc c'est pas là où on a le report modal le plus intéressant. Les zones où on a le report modal le plus intéressant, ça reste vraiment le périurbain. Vous savez, c'est un territoire qui sont encore largement dépendants de la voiture et où les infrastructures cyclables sont beaucoup moins développées que dans les centres urbains denses. Je vous propose de passer au périurbain, si ça vous va. Donc nous, chez TIR, on est particulièrement fiers parce que en fait, on fait partie des seuls opérateurs qui se déploient autant dans le périurbain. Le premier territoire périurbain qu'on a opéré, nous, c'est la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines, qui avait vraiment une réelle volonté politique qui s'articulait autour de 2 axes. Le premier, être une interco innovante et proposer des solutions de mobilité innovantes à ses usagers. Donc la trottinette s'inscrivait parfaitement là-dedans. Et le deuxième, réduire sa dépendance à la voiture individuelle. C'est les trajets dont on parle tout à l'heure, les trajets qui sont très courts pour rejoindre les gares. Donc l'enjeu a vraiment été de construire, de proposer un système qui s'inscrit dans l'intermodalité du territoire. Donc qui s'inscrit dans le schéma de transport en commun, qui s'inscrit dans l'intermodalité avec les différentes gares RER qui se situent sur le territoire. Et donc, c'est un modèle qui a trouvé, qui a trouvé sa cible, qui a très, très bien fonctionné et qui a été regardé de près par par beaucoup d'autres zones périurbaines, notamment en Grande Couronne, et ce qui a donné envie à la communauté de Saint-Germain-en-Laye-de-Seine de tenter l'expérience. Pareil pour Grand Paris Seine-et-Oise. Aujourd'hui, on a également l'expérience de Roubaix. Roubaix a voulu tester avec à peu près les mêmes motivations que 50 ans d'Yvelines un service de trottinette électrique pour réduire la place individuelle de la voiture. C'est la réussite de l'expérience roubaisienne qui a convaincu la métropole européenne de Lille de lancer un appel d'offres ouvert à plus d'une soixantaine de communes, avec plus d'une soixantaine de communes qui ont porté un intérêt pour déployer ce genre de service. Donc aujourd'hui, la micromobilité, elle doit également s'inscrire, voilà, quand on se pose, je reviens à la question au titre de la conférence de ce soir, mais quand on se pose la question de est-ce que la micromobilité va trouver sa place dans la ville de demain? Est-ce qu'elle va également trouver sa place dans les villes, dans les espaces périurbains? Nous, on est convaincus qu'elle a sa place en ville, qu'elle a sa place dans les espaces périurbains. Le travail n'est pas le même. Quand vous faites le maillage de stationnement à 50 ans en Yvelines, vous n'êtes pas dans la précision d'un maillage de stationnement comme à Paris, où vous avez une concurrence des modes pour le moindre mètre carré de voirie. C'est différent. Donc, c'est pas le même type de stationnement qu'on propose. C'est pas le même maillage. C'est pas les mêmes usages. Vous avez, pareil, vous avez des courbes d'usage qui sont liées, quand vous regardez la répartition horaire des usages, vous avez des usages aussi qui sont très pendulaires. Donc, c'est des usages différents, c'est une cible différente, mais ça en reste quand même très, très, très intéressant pour les collectivités. Et nous, on est quand même ravis et ultra fiers de participer à ce développement de la micromobilité dans le périurbain
Et on espère aussi que la première couronne s'y mettra progressivement. Voilà à peu près pour ma présentation d'aujourd'hui. Je suis ouvert à toutes vos questions. Eh bien, merci beaucoup, Marc-Antoine. Donc, on a Abel Guggenheim qui a levé la main. Donc, je vous laisse prendre la parole. Euh, oui, bonsoir. Je m'interroge au sujet de Paris. Euh, ça ne vous étonnera pas. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est sur le passé et l'autre sur le futur. Sur le passé, est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre campagne un peu maladroite n'a pas réussi à convaincre les personnes que vous vouliez convaincre et qui ne vont jamais voter, et que peut-être vous avez même incité des personnes qui, elles, vont souvent voter, vous avez motivé à aller voter contre. Voilà. Et ma question sur l'avenir, je me mets à votre place, je me demande, évidemment, je suis pas le seul, ce que vous allez faire. Et je me dis que vous avez les trottinettes, que vous avez le personnel, et est-ce que vous avez réfléchi à d'autres systèmes? Je pense par exemple à un système comme SwapFit, dans lequel vous auriez des... Et c'est ce qui existait avant le libre service. Il y avait des services de vélo qui étaient prêtés. C'est ce que fait aussi Véligo, l'Île-de-France avec Véligo. Est-ce que vous envisageriez soit ce type de truc, soit autre chose? Vous avez peut-être d'autres idées. Moi, j'ai réfléchi à ça, mais vous y avez sans doute réfléchi encore plus. Et parce que d'après ce que vous dites, il y a un besoin, il y a une habitude qui a été prise, il y a... Voilà. Alors, merci déjà vos questions très, très intéressantes et très pertinentes. Sur la campagne parisienne. Nous, aujourd'hui, on est sur des usagers qui utilisent, notamment à Paris, qui utilisent le service de micromobilité partagée en complément des transports en commun. C'est-à-dire que, donc en complément des transports en commun ou en complément d'un usage personnel, en moyenne, un usager à Paris va utiliser 10 fois le service par mois. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ce service complète voilà, leurs usages actuels, mais ne fait pas partie de l'alpha et de l'oméga de leur déplacement du quotidien. Donc, c'est toujours très facile en fait de se mobiliser quand on est contre, mais quand on est pour, il faut vraiment avoir une crainte sur voilà, votre quotidien personnel direct du lendemain pour faire le déplacement dans une mairie d'arrondissement éloignée. Et en plus, vous êtes jeune parce que notre corps, la moyenne d'âge de nos utilisateurs à Paris est de 31 ans, avec des usagers aussi qui sont très jeunes. On a également beaucoup d'étudiants entre 18 et 25 ans. Donc, vous êtes déjà dans une cible qui est la cible la moins mobilisée politiquement lors des élections. C'est déjà très dur d'aller faire voter ce type de cible lors des élections. Alors, sur les référendums locaux, sur un sujet qui vous touche, mais qui n'est pas non plus voilà, l'alpha et l'oméga, il fallait quand même aller tenter de chercher cette cible-là en parlant via des canaux qui les touchent directement. Je pense que vous faisiez peut-être référence aux campagnes d'influenceurs qui ont été menées. Mais voilà, il fallait quand même trouver le moyen d'aller chercher cette cible, ce qui n'était pas simple. Elle n'est pas mobilisée d'une manière générale dans la vie politique. Elle ne s'est pas plus mobilisée dimanche dernier. Néanmoins, ça ne vous aura pas échappé qu'on avait quand même des conditions de vote qui ne jouaient pas en notre faveur. Nous, on avait demandé, comme la ville de Paris le fait pour le budget participatif, un vote en ligne qui aurait permis aussi à nos cibles d'usagers de s'exprimer plus facilement. Sur la centaine de bureaux de vote que vous avez à Paris, vous ne pouviez voter qu'en mairie d'arrondissement. Donc en fait, pour aller voter, en général, si vous êtes contre, vous êtes motivé, vous faites le déplacement. Si vous êtes pour, il faut quand même vous motiver, traverser votre arrondissement et ensuite accepter de faire une demi-heure de queue sous le vent et la pluie parce qu'il faisait quand même pas beau l'autre jour, parce qu'il y a une demi-heure de queue, non pas parce que les Parisiens se sont déplacés en masse, mais parce qu'en fait, vous avez tellement peu de lieux de vote que mécaniquement, vous avez un effet entonnoir. Donc, voilà, on avait d'un côté des conditions de vote qui n'étaient pas voilà, dimensionnées pour qu'on gagne ce vote, et nous, il fallait qu'on trouve quand même des moyens de toucher nos cibles.
ça, c'est pour vous répondre sur la campagne. Ensuite, sur l'après. Aujourd'hui, nous, Mais, on opère… excusez-moi, Ouais, sur pardon. l'avant, je vous questionnais surtout sur savoir, est-ce que vous n'avez pas motivé vos adversaires? Est-ce que vous avez Vous pensez à induit, quels aspects de la campagne en particulier? encouragé des gens qui étaient contre, si votre campagne n'a pas fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés contre? Nous, on a essayé de faire une campagne qui ciblait principalement nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de Oui. communication via l'application, on est passé par des canaux, mais on savait quand même, on savait aussi que c'était un des risques en fait de la campagne de toucher des personnes qui nous étaient hostiles, parce que la majorité des Parisiens n'est pas non plus utilisatrice de nos services. Donc, quand vous n'utilisez pas le service, que vous le connaissez pas, par nature, voilà, on vous demande comme ça, bon, est-ce que vous êtes pour ou contre les trottinettes? Ah, je connais pas. Il y a un désordre sur l'espace public. Bon, on se positionne contre assez facilement. D'ailleurs, on le voyait beaucoup dans les micro-trottoirs qui ont été faits par plusieurs médias. Les personnes qui sont allées voter ne faisaient pas spécifiquement la différence entre la trottinette en libre service, qui est une trottinette régulée, qui roule à 20 km/h, qui a les zones de vitesse limitée, comme on a parlé tout à l'heure, et une trottinette que vous pouvez débrider et qui n'est pas soumise aux mêmes normes de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, on a certainement également, et peut-être maladroitement parfois, tiré également des personnes contre notre service, mais il se fallait qu'on prenne quand même la parole et qu'on fasse campagne pour défendre notre service, pour défendre également nos salariés. Nous, ça fait 4-5 ans qu'on essaie de construire une filière avec des personnes qui sont en CDI ou en CDD qui sont engagées au service du territoire. Donc, on ne se voyait pas non plus ne pas prendre la parole pendant cette campagne, si on peut appeler ça une campagne. Et est-ce que ça répond à votre question? Non, je vois que vous voulez pas dire on s'est planté, on a fait une connerie, mais je comprends psychologiquement. Ce que je dis, je pense que c'est vrai, et ce serait bien, ce serait sport de dire on a motivé nos adversaires par une campagne maladroite. Mais je veux pas vous obliger à le dire si vous n'avez pas envie de le dire. Et c'est vrai que la question sur l'avenir m'intéresse plus. D'accord, ça marche. Non, mais je pense, juste pour finir sur ce sujet-là, on l'avait dès le début, dès que les conditions de vote ont été publiées, on avait anticipé que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on gagne ce vote. Ce que je veux dire par là, c'est que dimanche, on a bien évidemment été déçus et on a des impacts qui sont très importants, mais on n'a pas été surpris par le résultat. Vous fermez les bureaux de vote 1 heure avant les élections habituelles. Vous interdisez le vote en ligne alors que toutes les autres consultations de la ville de Paris sont faites en ligne. Vous voyez, reconnaissons également que les conditions de vote avaient été faites contre nous. Du coup, nous, c'est notre interprétation. Enfin, on peut en débattre. Et sur le futur, bon, on a quand même des flottes de vélos en libre service qu'on maintient sur le territoire. Ce qu'il faut savoir, et j'aurais peut-être dû le préciser dans ma présentation, aujourd'hui, le système de vélos en libre service sur Paris n'a pas fait l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt. On est sous le système de licence. Donc aujourd'hui, en fait, chaque opérateur qui fait la demande peut opérer un service de vélo en libre service sur le territoire parisien et paye également une redevance. Les autres territoires dont je vous ai parlé, pour la plupart, ils ont lancé des appels à manifestation d'intérêt pour le vélo en libre service, ce qui n'est pas le cas encore à Paris. Donc nous, on a des flottes de vélos en libre service. On ne doute pas qu'on aura quand même aussi beaucoup d'utilisateurs qui vont se reporter sur ces flottes. On est déjà en discussion avec l'exécutif parisien sur la suite, et notamment dans la perspective des Jeux Olympiques, où Paris a quand même envie de maintenir cette ambition de rester la capitale des mobilités douces. Donc, il y aura sûrement quelque chose à faire et à construire dans la perspective des Jeux Olympiques avec le vélo en libre service, tout en poursuivant le développement de ces offres de mobilité en Île-de-France. Donc, nous, on voit vraiment la suite en ce sens. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question là, bon, ça nous amène à revenir vraiment en arrière, mais juste comme c'était un point précis. Est-ce qu'il y a des études sur les taux de déclaration des accidents EDPM? Oui, c'est une super question qui est posée.
ça me permet de revenir sur ce sujet qui est ultra important parce que aujourd'hui, le décompte en fait des accidents, de la nature des accidents, vous avez des études qui sont faites par la DSR, la délégation interministérielle à la sécurité routière, et qui portent sur les EDPM dans leur globalité. C'est-à-dire que vous n'avez pas en fait de distinction qui est faite entre les overboards, les gyroroues, les trottinettes partagées et les trottinettes personnelles. Donc, vous avez ces études, ça porte sur les EDPM. Donc voilà, pour répondre précisément à votre question, nous, ce qu'on a demandé à la DSR, c'est que la catégorie des trottinettes en libre service fasse l'objet d'une catégorie à part au sein des EDPM pour qu'on puisse avoir un vrai regard sur la nature de l'accidentologie qui est liée à nos services. C'est quelque chose qui a été entendu parce que dans le plan de régulation qui a été proposé par Clément Beaune, ce plan prévoit également la création d'un observatoire de la micromobilité qui aura pour objectif d'objectiver justement les données liées à l'accidentologie en fonction de chacun des modes. Donc, aujourd'hui, on n'a pas une précision voilà, dans ces chiffres. C'est la catégorie EDPM. On a les stats des EDPM d'une manière générale, mais du coup, je ne doute pas qu'à partir de demain, avec la création de cet observatoire, on va pouvoir vraiment objectiver les chiffres liés au libre service. Et pour le coup, on en a besoin. Nous, on a nos propres chiffres, hein, et c'est une bonne chose, et on rentre dans le détail de notre côté. Mais on a besoin aussi que ces chiffres-là soient objectivés par un tiers, et même à des fins, si même par rapport juste à alimenter le débat public avec des chiffres objectifs. Peut-être en parlant de chiffres objectifs, donc vous avez mentionné sur les préoccupations de l'impact environnemental et voilà. Donc là, bon, on sait bien que pour le moment, c'est vous qui produisez vos propres études environnementales. Enfin, les différents opérateurs répondent dans le cadre des appels d'offres. Est-ce que, par exemple, l'Observatoire des micromobilités aurait vocation à assurer des études indépendantes des propres opérateurs, communes à tous les opérateurs, Alors, que c'est quelque chose qui est envisagé ou... oui, c'est quelque chose qui est envisagé dans la charte voilà, qu'on a signée. Justement, le ministère des Transports nous encourage à faire travailler des tierces parties plutôt qu'avoir uniquement nos propres chiffres. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a également suggéré pour la création de cet observatoire. Cet observatoire, il n'est pas encore créé aujourd'hui, donc ses statuts ne sont pas encore définis. Mais nous, on n'a aucune difficulté à ce que cet observatoire, en effet, inclue la partie environnementale, parce que les données, on doit également d'être objectivées là-dessus. Après, bon, nous, c'est pas uniquement nos données. Le graphique que je vous ai projeté tout à l'heure, c'est pas notre graphique. Il est à notre charte graphique les couleurs, mais en fait, les données, elles proviennent de l'ITF. L'ITF, c'est l'International Transport Forum, qui est une organisation internationale qui met des études sur plusieurs secteurs de la mobilité. Et nous, on part de ces chiffres-là. Et après, bon, on se fait régulièrement, chaque opérateur se fait auditer. Mais c'est très clairement quelque chose qui pourrait rentrer dans les compétences de l'Observatoire de la micromobilité. Le ministère s'était posé la question au début entre est-ce qu'on fait un observatoire de l'accidentologie ou est-ce qu'on fait un observatoire des micromobilités. Et ils ont finalement tranché pour que ce soit vraiment un observatoire des micromobilités pour qu'on puisse justement en effet inclure plusieurs volets d'analyse. Donc oui, j'ai bon espoir que ça y figure également. Alors là, on a deux questions. La première, c'est quelle est la durée moyenne de convention d'occupation et comment cette durée se détermine? Alors, la détermination de la durée, elle est à la discrétion des collectivités. Ces dernières années, on était plutôt sur 1 à 2 ans, 1 à 2 ans, avec 1 an renouvelable. Nous, on a toujours jugé ça un petit peu précaire. On a toujours essayé de pousser les collectivités à ce qu'elles nous délivrent des autorisations plus longues, parce que quand on arrive sur un territoire, on ouvre un entrepôt, on embauche. Nous, on internalise pratiquement tout le monde aujourd'hui. Enfin, en France, internalise les opérations. Donc, on embauche des gens en CDI et en CDD. Donc, on a besoin d'avoir en fait une visibilité économique au moins à moyen terme. Donc, au début, on était sur 1 et 2 ans. Et là, depuis cette année, depuis 2000, on va dire depuis 2022, les collectivités commencent à lancer des AMI un petit peu plus longs. La ville de Lyon
et la collectivité qui a lancé l'AMI qui porte sur la durée la plus longue avec une durée de 4 ans. Donc nous, on était ravis d'y répondre. On avait on est ravis d'ailleurs de l'avoir remporté. Bordeaux a lancé un AMI avec 3 ans. Je ne sais pas s'il y a une année renouvelable en plus de ces 3 ans. Mais voilà, aujourd'hui, on a des collectivités qui commencent à lancer des AMI qui portent sur 3 ou sur 4 ans. Donc, c'est une très bonne chose et nous, ça nous donne de la visibilité et on pousse vraiment pour aller en ce sens. Et je reviens juste sur la question de Abel tout à l'heure. Vous nous aviez demandé qu'est-ce qu'on prévoyait ici pour demain. Nous, dans un monde idéal, dans un monde parfait, les mobilités sont vraiment sont inscrites dans le schéma multimodal des collectivités et on arrive à rentrer dans des délégations de services publics. Vous avez quelques rares collectivités qui, dans le renouvellement de leur délégation de services publics transport en commun, ont inclus euh, un volet trottinette électrique. Je crois qu'il y avait l'interco, c'était Annemasse, il me semble, qui avait fait ça. Euh, donc, vous aviez les grands opérateurs de transport public, les Transdev, les RATP-Dev, les Keolis, qui répondaient avec un volet trottinette. Et là, dès que vous rentrez sur des DSP, vous êtes sur des durées beaucoup plus longues, vous êtes sur 8, 10 ans. Et ça, c'est des choses qui nous intéressent. Hein. Si demain, on peut travailler avec les opérateurs de transport public pour compléter le maillage transport public d'un territoire et s'inscrire dans des DSP, nous, ça nous intéresse très clairement. Mais on est, je pense, encore sur une industrie qui est jeune, hein, qui a 4-5 ans, qui est en train de se construire. On le voit avec le débat parisien pour certains élus, certaines collectivités, on a encore besoin de faire nos preuves. Mais à terme, euh, voilà, on peut imaginer dans le futur que les trottinettes électriques rentrent dans le cadre de contrats de délégation de services publics. En tout cas, c'est ce qu'on Euh, souhaite pour l'avenir. et c'est contrat de délégation de service public ou c'est masse? Et ça peut être masse aussi. Ça peut être masse aussi. On a eu des discussions par le passé avec les opérateurs de transport public justement à ces sujets. Et donc, ça peut très clairement aussi rentrer dans le cadre de masse. Ok, donc après, on a une question de Roger Méchery. Pourquoi pas imaginer un stop and share où l'utilisateur qui vient de banlieue peut réserver, aller à Paris et remettre la trottinette à un autre utilisateur et éviter ainsi que la trottinette reste sur le domaine public? Vous pouvez me le redire encore une fois? Je ne sais pas si vous voulez mieux. Attendez, je peux peut-être même le lire. Voilà. Donc, Oui, allô, Oui, Roger. bonjour. Oui, bonjour. L'idée, c'est un utilisateur qui vient de banlieue, Courbevoie par exemple. Quand tu réserves, au moment de la réservation, il sait déjà à qui il va remettre la trottinette sur son lieu de destination. Comme ça, la trottinette ne reste pas sur Paris, et ainsi de suite. Et vous avez une chaîne, vertueuse. Et le dernier utilisateur, lui, retourne en banlieue, par exemple. Vous voyez? Ouais, tout Et à là, fait. un peu comme les compagnies aériennes, si vous prenez Emirates, vous ne pouvez pas aller d'Emirates Paris et vers une destination. Vous êtes obligé de repartir à Dubaï et de Dubaï partir vers la destination. Vous voyez? Ouais, Voilà. ouais, je vois. Écoutez, c'est un sujet à creuser. Aujourd'hui, nous, on encaisse quand même des flux de mobilité qui sont très importants. On a, avec les 2 autres opérateurs, on a en moyenne chaque mois 400 000 personnes qui utilisent le service. Donc, ça demande quand même une organisation de la logistique, des opérations, des systèmes de recharge, de maintenance et de réparation qui est quand même assez rodée. Donc, à voir en fait si ça peut coïncider avec le système que vous décrivez. Mais écoutez, je retiens, c'est intéressant parce que vous avez tout à fait vraiment mis le doigt sur le sujet qu'on a, c'est qu'on n'aura plus, à partir du 1er septembre, d'autorisation de stationner sur le domaine public. Donc, votre proposition pointe exactement la problématique qu'on va avoir sur l'aspect trottinette à Paris. Alors après, il y a une autre question sur la décarbonation. Est-ce que vous avez des objectifs déjà déterminés? Alors, j'ai pas les objectifs chiffrés en tête, mais nous, l'objectif principal qu'on a, c'est réduire euh, les émissions lors de la phase de production. C'est vraiment ça. On travaille vraiment là-dessus pour que, en fait, les émissions globales
parce que enfin, voilà, une trottinette qui circule dans Paris, elle n'émet pas de CO2, mais c'est la phase de production qui à chaque fois vous fait un petit impact quand même qui est pas négligeable. Donc on travaille quand même sur la phase de production avec nos fournisseurs. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres à ce sujet. Je suis un petit peu moins compétent pour entrer dans le détail de ce genre de chiffres, mais je sais qu'on en a. Oui, on en a totalement. Alors, sur la projection que vous faisiez sur le fait d'être sur un modèle de DSP, ne craignez-vous pas un régime de passation plus complexe, plus long et plus coûteux que de répondre et faire une convention d'occupation du domaine public? En effet, ce sera plus complexe, plus long et plus coûteux, mais plus long, nous on le voit comme, comme quelque chose de positif. Ça dépend de la manière dont vous travaillez, en fait. Ça dépend si vous répondez, si on répond seul à une délégation de service public ou si on répond à une DSP transport en commun qui inclut un volet micromobilité. Je pense que le sujet n'est pas le même. Je pense que si vous travaillez avec un opérateur de transport public, je pense que ça peut clairement faciliter le modèle. La DSP classique, pour nous, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais éprouvé. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a avec les AMI, un AMI, une occupation du domaine public, ça reste quand même pour nous précaire. Une occupation du domaine public, c'est exactement la même chose qu'une terre de café. Hein. C'est révocable par la collectivité. Donc, nous, on a besoin, si vous voulez, de concilier euh, la visibilité économique, la visibilité qu'on doit avoir à long terme parce qu'on a des équipes qui sont embauchées en CDI et le fait d'opérer un service sur une durée donnée. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, nous, le modèle de DSP nous intéresse et pour inscrire notre système dans le temps. Parce que voilà, si vous devez démanteler votre entrepôt tous les 4 matins parce que vous ne remportez pas l'AMI 2 ans après avoir remporté le premier, ou la ville décide de ne pas en passer comme ce qui se passe à Paris, le modèle ne peut pas s'inscrire dans le temps. Alors moi, j'ai une petite question sur la visibilité. Au vu de ce qui s'est passé à Paris avec la dimension politique que ça a, est-ce que vous pensez que les services de vélo en free floating peuvent aussi, pourquoi pas, devenir après, si on s'aperçoit qu'en fait, ça ne règle pas les problèmes ni des trottinettes débridées, ni des personnes à deux sur les trottinettes, ni de... est-ce qu'après, on ne s'attaquera pas au vélo ou enfin, est-ce que la ville ne s'attaquera pas au vélo en free floating? Bah écoutez, on n'espère pas. Néanmoins, bon, on est quand même dans une temporalité avec l'arrivée des Jeux Olympiques où Paris a quand même vraiment envie d'être la capitale mondiale de l'usage du vélo. Paris, c'est vraiment le nouvel Amsterdam aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont bien compris que le vélo en libre service avait également toute sa place dans ce mix de mobilité douce. Donc, écoutez, nous, on ne partage pas cette peur. On n'a pas peur. La trottinette, c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment pas pareil. Vous avez aussi une dimension émotionnelle qui est liée à tout ce qui est nouveau. Le vélo, c'est pas nouveau. Là, on est plus sur un mode de contractualisation et une relation usagée qui est différente. Mais voilà, on est quand même sur un véhicule qui est connu, éprouvé. La question du stationnement, la question des arceaux vélos, il y a quand même des écoles d'ingénierie qui travaillent sur ce sujet depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, les villes ont aujourd'hui un vrai recul sur la manière de réguler le vélo dans la ville, que ce soit le vélo personnel ou maintenant des flottes en libre service qui arrivent. Euh, le stationnement obligatoire a vraiment changé les choses. La LOM a vraiment changé les choses. Les vélos aujourd'hui, les vélos c'est dans les stations, c'est dans les arceaux vélos, hein, nos zones de stationnement obligatoire. On appelle ça des MPZ, des Mandatory Parking Zones. Euh, elles sont, euh, elles reprennent en fait le schéma des arceaux vélos de la ville. Donc on a quand même moins cette difficulté. Bien, ben écoutez, je pense qu'on arrive à la fin du séminaire donc, qui était annoncé pour 19h30. Donc, à moins qu'il y ait une question courte et brûlante et urgente. Bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, je pense
très complète pour votre participation à tous. Et bien, donc, on vous souhaite une bonne soirée. Et le séminaire sera donc, a été enregistré, comme vous pouviez le voir, et sera mis en ligne sur le site si vous voulez communiquer à ceux qui n'ont pas pu assister. Voilà, ce sera en ligne sur le site. Mais Donc, écoutez, merci merci à beaucoup tous. pour votre accueil et merci pour vos questions tout plus passionnantes les unes que les autres. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.